Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, rappel pour commencer que les prochains et derniers séminaires de cette année, les derniers de l'idée académique 23-24, auront lieu toujours dans les conditions qui nous sont offertes par le Théâtre de la Commune, aux 3 dates suivantes, qui sont toujours des lundis et toujours à 20h. Alors il y aura le lundi 13 mai où nous achèverons de traiter la question que pose le concept philosophique de sujet, ce qui va déjà être notre programme d'aujourd'hui. Et ce sera aussi le moment d'organiser la séance suivante, qui aura lieu, celle-là il faut le noter parce que ça n'était pas évident, elle aura lieu le lundi 27 mai, et ce sera une séance destinée à répondre aux questions que vous pourriez ou que vous auriez l'intention de me poser. Donc le lundi 13 mai, nous organiserons cette séance supplémentaire du 27 mai qui sera une séance dialoguée. Et enfin, pour conclure, c'est le lundi 10 juin. C'est pour conclure et peut-être pour esquisser un nouveau développement, un nouveau programme qui porterait, s'il existe cette fois, sur la notion même de philosophie. L'histoire de cette notion et la forme que revêt ou que peut revêtir sa discussion contemporaine. Pour le moment, donc, nous allons principalement nous intéresser à la notion philosophique de sujet. Qu'est-ce que la philosophie entend dans son histoire et dans ses développements les plus récents lorsqu'elle met en avant le concept de sujet? Alors, la première remarque qu'il faut faire, c'est que cette notion de sujet, dont vous savez l'évidence et la présence, n'appartient pas vraiment au début grec de la philosophie. À certains égards, la notion de sujet, dans l'histoire de la philosophie, n'est validée comme essentielle qu'à partir de Descartes. C'est Descartes qui énonce le premier, la corrélation qui doit exister entre pensée et sujet. C'est le fameux énoncé « Je pense, donc je suis », où vous voyez que c'est de la pensée que provient une certaine figure du je qui peut dire « je suis ». Et au fond, ça veut dire que chez Descartes, la conviction existentielle « je suis », avec tous ses développements, est liée, nouée à l'exercice réflexif. Je pense. Alors au fond, on pourrait dire ceci, cette origine cartésienne de la figure du sujet, elle signe le passage d'une philosophie qui serait en quelque sorte immédiatement une philosophie de l'être en général, qui serait, si vous voulez, immédiatement une ontologie et ses développements, à une philosophie qui s'enracine non pas dans un propos immédiat sur l'être,
mais dans le sujet pour lequel il y a de l'être. Je pense, donc il y a l'être, je suis. Mais ça se fait dans cet ordre. Et ça ne se fait pas dans l'ordre je suis, et parmi les attributs de ce je suis, il y a la pensée. Vous voyez. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de ce que c'est en réalité que le sujet en tant que désignation par le cogito cartésien d'une relation qui est ontologique, qui est destinale et qui ne va pas de soi en réalité, entre la pensée et l'être en général. Relation qui est désignée plutôt qu'expliquée par Descartes dans la formule du cogito, c'est-à-dire je pense, donc je suis. Alors, pour aujourd'hui, je conduirai cet examen en enchaînant 3 questions qui en dépendent. Première question, qu'est-ce finalement que ce sujet humain dont l'existence est validée en tant que pensée de l'existence elle-même? Je pense, donc je suis. Quel est le sujet qui dit là « je suis » et qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit annoncé par cette affirmation en tant que c'est de la pensée que résulterait cette affirmation. Alors, vous voyez, pour le dire plus simplement, cet énoncé cartésien, dont la fortune philosophique est gigantesque, passe en réalité de la pensée à l'être, au lieu qu'on pourrait penser qu'il est beaucoup plus normal de passer de l'être à la pensée. Mais non, c'est la proclamation qu'il faut dire « je pense, donc je suis » et non pas immédiatement « je suis celui qui pense ». Et à travers tout ça s'ouvre réellement l'histoire de la philosophie du sujet. Donc ce sera notre première question, d'éclairer cette relation. La question numéro 2, que doit être alors la loi qui organise l'existence d'un tel sujet et la validité de cette existence? Autrement dit, qu'est-ce que l'existence du sujet qui permet de dire « je suis » et quelle est la détermination d'être de ce « je suis », autrement dit de l'usage du verbe « être », considéré ici comme ouvert ou prescrit par l'énoncé « je pense ». Et la question 3 sera, étant donné une éclaircie sur cette notion du sujet, qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce qui fait intervenir la possibilité d'une altération grave, d'une sorte de non-existence latente dans la construction du sujet cartésien à partir de la formule du cogito? On pourrait dire quelle est la forme de sa malédiction. Disons sa bonne diction pour le sujet, c'est « je suis parce que je pense », mais est-ce que être parce qu'on pense ne peut pas être ou se transformer en malédiction dans certaines circonstances subjectives ou spéculatives? La première idée directrice concernant le sujet humain, ainsi conçu, c'est qu'il n'y a pas de sujet humain abstrait. Le « je pense » suppose une constitution du « je ».
Mais au départ, quand il n'y a pas encore eu l'efficience du je pense sur le je suis, et hors le je pense, qu'y a-t-il? Est-ce qu'il n'y a rien? En réalité, on peut dire qu'il n'y a dans ces conditions qu'un animal défini par son exclusion du je pense. Il y a un animal qui, dans certaines circonstances, peut être appelé à devenir sujet. Je voudrais rappeler en passant que bien plus tard, dans la philosophie de Sartre, est énoncé que, d'une certaine manière, sans effectivement le je pense, l'homme peut être pensé comme Sartre dit, un bipède sans plume. C'est-à-dire, s'il n'est pas pris dans la... C'est d'ailleurs une preuve du profond cartésianisme de Sartre, qu'il a d'ailleurs toujours revendiqué. À l'arrière-plan de ça, on a je pense, donc je suis, c'est-à-dire je suis en tant qu'homme, en tant qu'être pensant. Si c'est pas ça, eh bien c'est un bipède sans plume. Ce qui est une double caractéristique étonnante, parce que les bipèdes vivants, les autres bipèdes vivants sont les oiseaux qui ont des plumes, et du côté de ceux qui n'ont pas de plumes, tout le monde est quadrupède. Donc Sartre nous présente une caricature de l'homme dans une figure animale qui n'existe pas, qui serait le bipède sans plume. Autrement dit, il faut alors se demander, c'est ce que fait Sartre immédiatement, qu'est-ce qui fait que finalement la formule d'existentielle de la conscience du sujet n'est pas celle de l'existence d'un bipède sans plume, ni d'un autre côté d'un ange sans corps. Voilà. Alors, comment on peut développer, au fond, les circonstances de ce devenir, finalement, du je pense, donc je suis? Quelles sont les circonstances d'une vérité? Parce que si on réfléchit bien, le je pense, donc je suis, veut dire que tout ce que l'homme est, l'homme comme être ontologique, son corps, ses capacités, se trouve à un moment donné exigé pour que une pensée, je pense, c'est-à-dire à la fin des fins une vérité, fasse son chemin. C'est à ce moment-là seulement que l'animal humain, qui existe par en dessous tout cela, est appelé à devenir ce qu'on pourrait appeler le mortel immortel, ou l'immortel mortel qu'il n'était pas. Nous devons alors à ce moment-là examiner les circonstances. Ce sont les circonstances, en somme, d'une vérité. Et c'est ce que nomme aussi, à sa manière, le « je pense » de Descartes. Le « je pense », donc « je suis ». Si je ne pense pas, je suis le bipède sans plume. Et donc, il faut comprendre comment la pensée peut s'exercer sous la menace constante de la disparition de la singularité du sujet humain. En définitive, pour que l'animal humain devienne un sujet,
il faut que quelque chose arrive, qui est désigné par Descartes dans la figure « je pense ». Il faut que quelque chose advienne qui indique qu'il y a la pensée et qui, par conséquent, qu'on ne peut pas dissoudre dans la figure de l'existence corporelle. Il faut quelque chose d'autre que ce qu'il y a, c'est-à-dire, finalement, pour reprendre la remarque de Sartre, autre chose que le bipède sans plume. Alors ce supplément, cette autre chose, appelons-le un événement. Appelons-le un événement pour le distinguer du « il y a » pur et simple, de ce qui se présente comme étant. Alors nous distinguerons, ce faisant, la situation où il n'est pas question de vérité et l'événement qui nous oblige, comme le fait Descartes lui-même, qui nous oblige à décider une nouvelle manière d'être. Alors, pour prendre des exemples faciles de ce qu'il faudra entendre par ce supplément événementiel, d'où peut surgir la figure de l'humanité, ça peut aussi bien être la Révolution française de 1792, la rencontre d'Héloïse et Abélard, la création galiléenne de la physique, l'invention par Heine du style musical classique, mais aussi bien la révolution bolchevique de 1917, une passion amoureuse personnelle, la création par le mathématicien gallois de la théorie des groupes, l'invention par Schoenberg du dodécaphodisme, tout ce que vous voulez qui se présente en réalité comme le surgissement d'une figure créative qui n'est pas induite ou dépendante strictement de l'animal inaugural. En somme, on peut dire que on s'interroge alors sur la décision d'où provient le processus d'une vérité. On essaie de nourrir le « je pense, donc je suis ». Mais qu'est-ce que c'est exactement que l'événement du « je pense » si ce n'est que de lui qu'on peut affirmer l'être du « je suis ». Alors c'est la décision de se rapporter désormais à la situation ambiante du point de vue de ce qu'on pourrait appeler le supplément événementiel. Il faut que quelque chose advienne auquel la position et l'existence de l'humanité est attachée. Alors j'ai proposé d'appeler cela une fidélité. La fidélité, c'est se mouvoir dans la situation que l'événement a supplémentée. Se mouvoir dans la situation avec l'en-plus événementiel, en passant et en pratiquant la situation à partir de l'événement. Alors bien entendu, comme l'événement est en dehors, puisqu'il est événementiel, de toutes les lois régulières de la situation, celui qui est fidèle à un événement doit inventer une nouvelle manière d'être et d'agir dans la situation. Alors, prenons des exemples. Après une rencontre amoureuse, si je veux lui être fidèle réellement, je dois évidemment transformer ma manière ordinaire d'habiter ma situation. Si je me situe après les textes d'Einstein en 1905, et si je suis fidèle à leur radicale nouveauté, je ne peux pas continuer à pratiquer la physique dans son cadre classique. Après le mouvement, mettons, de mai 68 en France, s'il est pour moi événementiel,
c'est que je ne peux plus faire de la politique comme avant, etc. Autrement dit, la fidélité événementielle est une rupture réelle, pensée et pratiquée dans l'ordre où l'événement a eu lieu, qu'il soit politique, qu'il soit amoureux, qu'il soit artistique ou qu'il soit scientifique. Alors je propose en ce point d'appeler vérité, une vérité, le processus réel d'une fidélité à un événement. Ce que cette fidélité, en quelque sorte, produit dans la situation, vous voyez ? C'est-à-dire en tant que condition du « je pense, donc je suis », parce que condition d'une détermination effective de la nouveauté du « je pense » et de contournement de l'obstacle absolu que serait, dans la maxime cartésienne, le fait que le « je pense », au fond, soit dissous dans le « je suis » à l'avance. Parce qu'on ne peut dire « je pense, donc je suis » que si, d'une certaine façon, le « je pense » est en exception partielle du « je suis » qu'il commande. Et finalement, on va appeler vérité ce caractère d'exception immanente à la figure du « je pense » et donc à la figure du « je suis ». Alors, vous pourrez vous-même trouver toutes sortes d'exemples. On pourrait dire c'est le cas de l'algèbre abstraite dans la pensée, on est dans la pensée là, fidèle au concept de groupe de Galois. La musique contemporaine, fidèle à une rencontre de l'invention de Schoenberg. L'organisation d'une vie, fidèle à une rencontre amoureuse. Ou la recherche d'une nouvelle politique d'émancipation après la Commune de Paris. Au fond, voyez-vous, une vérité ainsi observée, c'est le tracé matériel dans la situation du supplément événementiel. Et c'est cela qui constitue le point subjectif à la recherche duquel nous sommes. Tracé matériel dans la situation du supplément événementiel. Et c'est donc une vérité ainsi conçue, c'est une rupture immanente. Non pas une rupture transcendante ou extérieure, mais une rupture immanente. Immanente parce qu'une vérité procède dans la situation et nulle part ailleurs. Il n'y a pas de ciel des vérités. Et rupture parce que ce qui rend possible le processus de vérité, à savoir l'événement, n'était pas dans les usages de la situation et ne se laissait pas penser par les savoirs établis. Alors on appellera sujet le support d'une telle fidélité. Et donc le support d'un processus de vérité. Alors vous voyez, le point important à saisir, c'est que le sujet ne préexiste pas au processus. Il est absolument inexistant dans la situation avant l'événement. On dira donc que le processus de vérité induit un sujet, le fait apparaître, que ceci est une variation, mais une variation nécessaire, me semble-t-il, sur le « je pense, donc je suis ». Parce que si c'est à la condition que je suis, je ne peux pas déduire le « je pense » du « je suis », vous comprenez bien. Donc il faut bien avoir une logique du surgissement d'un « je suis » singulier dans la figure de ce
que Descartes appelle la pensée, et que je nomme évidemment l'événement d'une novation quelconque. Alors on appellera sujet le support d'une fidélité, le support d'un processus de vérité. Le sujet est absolument inexistant dans la situation avant l'événement, et on dira donc que le processus de vérité seul induit un sujet. Alors qu'est-ce que c'est que ce sujet dont je rappellerai à tout moment que c'est le sujet dont il est question chez Descartes sous le nom de « je pense », donc « je suis ». Alors le sujet ainsi conçu, vous voyez bien qu'il est différent du sujet psychologique ou du sujet transcendantal. Par exemple, le sujet induit par la fidélité à une rencontre amoureuse, le sujet d'amour au sens événementiel du terme, n'est pas le sujet aimant décrit par les moralistes classiques. Parce qu'un tel sujet psychologique relève, lui, de la nature humaine, de la logique des passions. Alors que ce dont nous parlons ici n'a aucune préexistence naturelle. Au fond, les amants, si leur amour est événementiel, entrent comme tels dans la composition d'un sujet d'amour qui les excède l'un et l'autre. De même, le sujet d'une politique révolutionnaire, autre figure de l'événement, n'est pas le militant individuel, ni non plus, du reste, une classe qu'on transformerait en sujet. C'est une production singulière qui a eu des noms différents, parfois parti, parfois section, parfois révolutionnaire, parfois encore autre chose. Et bien entendu, le militant entre comme sujet dans la composition de ce sujet, mais qui, encore une fois, l'excède. Et c'est justement cet excès qui fait ce qu'on pourrait appeler la part immortelle de la subjectivation ainsi conçue. Et je pense que c'était aussi le point de vue latent de Descartes. Dire je pense, donc je suis. On sent bien que le je suis, c'est autre chose que mon existence ordinaire. Le je suis, c'est autre chose, et ce point est très subtilement fondamental. Le je suis cartésien ne se réduit pas au j'existe. Je pense donc je suis est une fidélité événementielle qui transcende la singularité existentielle. On peut le dire autrement, le sujet d'un processus artistique, ce n'est pas l'artiste, le génie, etc. En fait, les points sujets de l'art, ce sont les œuvres d'art, et l'artiste entre dans la composition de ces sujets. Les œuvres sont les siennes, sans qu'on puisse d'aucune façon les réduire à lui. Autrement dit, les événements sont des singularités irréductibles, des hors-la-loi des situations. Les processus fidèles de vérité sont des ruptures immanentes, à chaque fois entièrement inventées. Les sujets sont des occurrences locales du processus de vérité. On pourrait dire qu'au fond, en ce sens-là, qui reste cartésien, le sujet est un point de vérité et que les sujets sont des occurrences locales du processus de vérité en ce sens. Ce sont des points de vérité. Et alors, et là, on va entrer dans la figure la plus large de notre sujet, c'est au regard de tel sujet, du sujet ainsi conçu, qu'on peut parler d'une éthique des vérités, qui est aussi, finalement, une éthique des sujets.
éthique des vérités qui ne saurait se dissoudre dans une éthique des droits de l'homme. Alors là, une définition, on appellera éthique d'une vérité ce qui règle la présence de quelqu'un dans la composition d'un sujet de vérité. Éthique des vérités, c'est que s'il va faire règle et loi de la présence d'un sujet dans la composition d'un sujet de vérité. Alors, détaillons un peu la formule qui est fondamentale. Que faut-il entendre par quelqu'un? La présence de quelqu'un. Eh bien, on entendra par quelqu'un un animal de l'espèce humaine. Je dis bien un animal de l'espèce humaine dont on va saisir en ce point la transformation en autre chose qu'un animal. Ceci dit, le quelqu'un, c'est ce corps et tout ce dont il est capable, qui entre dans la composition d'un point de vérité sous la supposition qu'il y a eu événement et rupture immanente sous la forme d'un processus fidèle. Alors, essayons de saisir des exemples. Quelqu'un, c'est, au sens éthique, c'est par exemple ce spectateur dont la pensée est brusquement saisie par un spectacle théâtral. Il entre ainsi dans la configuration d'un moment d'art. Quelqu'un est celui qui cherche à résoudre un problème de mathématiques. Tout d'un coup, après l'ingrat labeur où tout tourne sur soi-même, il voit la solution. Quelqu'un, c'est cet amant dont la vision du réel est à la fois embrumée et transfigurée parce qu'il se remémore, appuyé sur l'autre, l'instant de la déclaration. Quelqu'un est ce militant qui parvient à la fin d'une réunion compliquée à trouver simplement l'énoncé jusqu'ici introuvable, le mot d'ordre qui va être efficace. Ainsi, le quelqu'un est pris dans le processus d'une vérité. Il est un point de ce processus. Il est alors lui-même, rien d'autre que lui-même, un simple animal humain. Mais il est aussi plus que lui-même, en excès sur lui-même, parce que le tracé de la finalité passe par lui. On peut dire qu'une vérité transit son corps singulier. Une vérité l'inscrit de l'intérieur même du temps dans un instant d'éternité. Et de l'intérieur de l'être mortel, l'animal humain, comme l'est toute vérité, est à certains égards devenu immortel. Vous savez que le comportement ordinaire de l'animal humain est ce que Spinoza appelle la persévérance dans l'être. Persévérer dans l'être, c'est la façon dont Spinoza décrit l'animal humain dans sa vie ordinaire. Mais la persévérance dans l'être, ce n'est rien d'autre que la poursuite de l'intérêt, c'est-à-dire de la conservation de soi. Et cette persévérance, c'est la loi du quelqu'un tel qu'il se sait. Et appartenir à la situation, c'est le destin naturel de quiconque. Mais appartenir à la composition d'un sujet de vérité, ça relève d'un tracé propre, d'une rupture continuée. Alors, encore une définition, je vous propose d'appeler consistance subjective. Consistance subjective, le lien
entre l'animal qui poursuit son intérêt, comme tout animal, et le sujet de vérité qu'il devient. Par exemple, la manière dont notre passionné de mathématiques va engager sa persévérance dans ce qui rompt ou contrarie cette persévérance, et qui est son appartenance à un processus de vérité. Ou la manière dont notre amant sera entièrement lui-même dans l'épreuve continuée de son inscription dans un sujet d'amour. Alors finalement, ce que j'appelle la consistance, c'est d'engager sa singularité, le quelqu'un animal, la singularité objective, le quelqu'un animal, dans la continuation d'un sujet de vérité. La consistance, c'est l'inscription de la singularité animale dans la continuation d'un sujet de vérité. La consistance exige que le sujet reste sujet dans la pression des intérêts de l'animal humain, et puisqu'une vérité est une fidélité à un événement, on dira ceci: il y a consistance subjective quand le quelqu'un est fidèle à une fidélité. Il y a consistance subjective quand le quelqu'un est fidèle à une fidélité. Et il ne le peut qu'en faisant servir tout cela à son principe de continuité, la persévérance dans l'être de ce qu'il est. Finalement, il ne le peut qu'en liant l'intérêt de l'animal et le caractère désintéressé du vrai, et donc en devenant au fond ce paradoxe, un animal immortel. Je pense que le devenir sujet de tout individu singulier, et c'est une épreuve qui est pratiquement toujours rencontrée dans l'existence, tenue ou non tenue, mais toujours rencontrée dans l'existence, finalement, l'éthique de ce qui se passe alors se dira: fais tout ce que tu peux faire pour faire persévérer ce qui a excédé ta persévérance. Persévère dans l'interruption. Saisis dans ton être ce qui t'a saisi et rompu dans la genèse d'une vérité. Alors si on définit l'intérêt, comme on le fait généralement et très normalement, si on définit l'intérêt par la nécessaire persévérance dans l'être, l'intérêt dans le fait qu'il faut manger si on a faim, il faut être plutôt plus fort que plus faible, etc. Si on définit l'intérêt de façon, au fond, absolument normale, on voit que ce que j'appelle ici la consistance subjective, c'est finalement un intérêt désintéressé. Si vous cherchez à appliquer ce concept dans beaucoup de domaines, vous verrez que tous les domaines, à un moment donné, produisent la description de ce que c'est qu'un intérêt désintéressé. La description de l'intérêt est une activité psychologique ordinaire, mais la saisie véritable de ce qui excède l'intérêt particulier est la rencontre d'un intérêt dont on peut dire qu'en un certain sens, il est un intérêt désintéressé. Elle engage l'intérêt, cette persévérance, parce qu'elle engage tous les moyens de la persévérance, tous les moyens, on peut presque dire animaux, de la persévérance, tous les traits singuliers d'un animal humain, d'un quelqu'un. Mais elle est désintéressée en un sens radical, puisqu'elle se propose de lier tous ces traits en une fidélité, laquelle, à son tour, s'adresse
à une fidélité première, celle qui constituait le processus de vérité. Or, ce processus, par lui-même, n'a rien à voir avec les intérêts de l'animal, il est indifférent à son existence, et il a pour destin une forme d'éternité. Alors je pense qu'on pourrait jouer ici sur l'ambiguïté du mot « intérêt ». Au fond, le passionné de mathématiques, le spectateur captivé, l'amant transfiguré, le militant enthousiaste, manifestent pour ce qu'ils font un immense intérêt. C'est qu'ils sentent venir en eux ce personnage immortel dont ils ne se savaient pas capables. Rien au monde ne crée une intensité d'existence aussi forte que cet acteur qui fait que je rencontre Hamlet, cette perception par la pensée amoureuse de ce que c'est qu'être deux, ce problème de géométrie dont je découvre soudain les conséquences innombrables, ou cette assemblée en plein air à la porte d'une usine où je vérifie que mon énoncé politique rassemble et transforme. Cependant, au regard de mes intérêts d'animal mortel, cruel, intéressé, il ne se passe paradoxalement là rien qui me concerne. Je suis là tout entier, liant mes composantes animales dans l'excès sur moi-même, excès que pose le passage à travers moi d'une vérité. Mais du coup, je suis aussi bien suspendu, rompu. De fait, je suis désintéressé. Dans de tels moments qui sont fidélité à la fidélité, il doit y avoir une consistance subjective. Et donc je ne peux continuer à ne m'intéresser qu'à moi-même ou poursuivre mes intérêts. Toute ma capacité d'intérêt, toute ma persévérance dans l'être est déversée sur autre chose que moi. Sur les conséquences à venir de la solution de ce problème scientifique, sur l'examen du monde à la lumière de l'être deux d'amour, sur ce que je ferai de ma rencontre un soir avec l'éternel Hamlet, ou sur l'étape suivante du processus politique, quand le regroupement devant l'usine sera dépassé. Il n'y a finalement qu'une question dans l'éthique des vérités: comment vais-je, en tant que quelqu'un, continuer à excéder mon propre être? Comment vais-je rester l'immortel que je suis devenu? Comment vais-je traiter le paradoxe de l'intérêt désintéressé? Dans ce registre, finalement, le sujet humain n'a qu'un seul impératif: continuer. Continuer à être ce sujet qu'il est devenu. Et par là même, continuer à faire advenir une vérité. C'est très dur, parce que par en dessous, l'animal humain continue secrètement et de façon réprimée à vouloir qu'on serve ses intérêts. Alors cette tension entre l'impératif d'une vérité et la persévérance de l'animal humain, nul ne l'a mieux exprimé que Samuel Beckett dans les derniers mots de son livre « L'innommable ». Je le cite: « Il faut continuer. Je ne peux pas continuer, je vais continuer. » Il est alors clair qu'on ne peut attribuer ou appliquer à l'animal humain un simple jugement de valeur. Au fond, si l'on s'en tient au niveau animal de toute cette affaire, animal,
animal humain, si on s'en tient à cela, il faut déclarer après tout innocente la puissance de la vie. On peut la déclarer étrangère en tant que force corporelle et mentale immédiate aux notions de bien et de mal. Mais en fait, Nietzsche bute sur un point. Il ne peut pas, comme il le croit, trouver un point qui soit dans cette donnée au-delà du bien et du mal. Toute vie, y compris celle de l'animal humain, est en deçà du bien et du mal par elle-même. Ce qui fait surgir l'éthique, donc le bien, et par voie de conséquence le mal, c'est l'existence des processus de vérité. Ce sont les vérités qui désorganisent l'égoïsme vital. Ce n'est que comme sujet d'un processus de vérité que quelqu'un, un animal humain, est réellement confronté au bien ou au mal. S'il n'y a pas de vérité, alors il n'y a que l'innocence cruelle de la vie qui est en deçà du bien et du mal. Et par conséquent, si étrange que soit ce propos, et je vous demanderai d'y réfléchir, je ne l'ai pas développé ici, il faut absolument que le mal soit une dimension possible des vérités. On ne se contentera pas sur ce point de la trop facile solution platonicienne. Le mal comme simple absence de la vérité. Le mal comme ignorance du bien. En réalité, l'idée même d'ignorance est obscure. Pour qui une vérité est-elle absente? Pour l'animal humain acharné à la poursuite de ses intérêts, il n'y a pas de vérité, seulement des opinions, par quoi il se socialise. Et quant au sujet, à l'immortel, la vérité ne peut lui manquer, puisque c'est à partir d'elle, et d'elle seule, qu'il se constitue, qu'il est un point de vérité. Il faut donc, si le mal est identifiable comme une forme de l'être multiple, qu'il surgisse comme effet possible du bien lui-même. Ce qui se dira, ce n'est que parce qu'il y a des vérités, parce qu'il existe des sujets de ces vérités, qu'il y a le mal. Ou encore, le mal est un effet déréglé de la puissance du vrai. Pour penser le mal, il faut donc revenir sur la structure des processus de vérité. Alors, je vais là le faire de façon clarifiée et structurale. Les trois dimensions d'un processus de vérité sont, je le rappelle, 1. L'événement qui fait advenir autre chose que la situation, que les opinions, que les savoirs institués, qui est un supplément hasardeux, imprévisible, souvent évanoui aussitôt qu'apparu. La fidélité, qui est le nom du processus, il s'agit d'une investigation suivie de la situation sous l'impératif de l'événement lui-même. C'est donc une rupture continuée et immanente. Troisièmement, la vérité proprement dite, qui est ce multiple interne à la situation que construit peu à peu la fidélité, qui est ce que la fidélité regroupe et produit. Il faut donc, si on veut penser le mal, donner quelques indications sur ces trois termes, événement, fidélité, vérité. L'événement est toujours situé. Il est événement pour telle ou telle situation. Mais il est en même temps supplémentaire, donc absolument détaché de toutes les règles de la situation. On peut alors se demander ce qui fait le lien entre l'événement et la situation pour laquelle il est un événement. Eh bien, la conclusion sur ce point
très délicate d'ailleurs. Alors je le rappelle, qu'est-ce qui fait lien entre l'événement et la situation pour laquelle il est événement? Eh bien, ce lien est le vide de la situation. Toute situation a un point de vacuité. Au cœur de toute situation, et comme fondement de son être, il y a toujours un vide. C'est autour de ce vide que s'organise la plénitude, la multiplicité stable de la situation. Et en réalité, c'est ce vide central que l'événement appelle, fait surgir un instant. Parce que l'événement dit, il n'est pas vrai que la situation soit close. La situation elle-même détient une vacuité. Et c'est évidemment à partir de cette vacuité que l'événement va procéder à une certaine forme de dissolution de l'impératif de la situation. On peut aussi dire les choses ainsi. Une situation est composée de toutes les pratiques et de tous les savoirs qui circulent dans un temps et un lieu donné. Okay. L'événement va nous montrer ce qui n'est ni pratiqué ni connu. C'est pourquoi il se réfère non pas à des parties particulières de la situation, mais il se réfère nécessairement à son vide central, qui est aussi son être. C'est du reste ce qui garantit l'universalité de la vérité, qui va dépendre de cet événement. Ça va être que la vérité elle-même a été bâtie dans une situation, comme toute chose, mais elle a eu comme ontologie le point de vide de cette situation. Alors, j'essaie de prendre un exemple célèbre. Marx est un événement dans la pensée politique parce qu'il montre, sous le nom de prolétariat, le vide central des sociétés bourgeoises. Car le prolétariat, démuni, absent de la scène politique, est le vide autour duquel s'organise la plénitude des propriétaires de capitaux. C'est pourquoi tout événement qui fait réellement surgir le prolétariat est universel. Il montre le vide de la société bourgeoise et non pas le plein du capital. Finalement, on dira que le caractère ontologique fondamental d'un événement est d'inscrire, de nommer le vide situé de ce pourquoi il est événement. Alors, s'agissant de la fidélité, donc de la fidélité événementielle, alors, le point le plus important de la fidélité, c'est qu'elle n'est jamais nécessaire. Rien ne garantit que l'intérêt désintéressé qu'elle suppose pour le quelqu'un qui y participe peut valoir comme intérêt tout court. Et donc, comme le seul principe de persévérance est celui de l'intérêt, la persévérance de quelqu'un dans une fidélité demeure aléatoire. Et on sait que c'est parce qu'il y a cet aléatoire, l'aléatoire au fond de la consistance de la fidélité, qu'il y a place pour une éthique des vérités. Alors, si on s'agit en fin de compte du troisième terme, la vérité comme résultat, il faut toujours en signaler la puissance. Une vérité troue les savoirs. Elle leur est hétérogène, mais elle est aussi, vous le savez bien, la seule source connue de savoirs nouveaux. Donc on dira que la vérité force des savoirs. Négativement d'abord, mais positivement ensuite. Le verbe forcer indique que la puissance d'une vérité étant celle d'une rupture, c'est en violentant les savoirs établis et circulants qu'une vérité produit des changements dans la situation. C'est bien le sens qu'il faut donner à des expressions comme révolution scientifique, apparition d'une avant-garde artistique ou aussi bien au coup de foudre amoureux. Disons que la dimension la plus importante d'une vérité est qu'elle est une ressource infinie de puissance. Je dis bien une ressource infinie de puissance.
Alors nous avons finalement, prenons-le en résumé, nos trois caractéristiques. L'événement fait surgir le vide de la situation. La fidélité n'est jamais nécessaire. Et la vérité est une puissance de forçage des savoirs nouveaux. Surgir le vide de la situation, continuation de ce qui n'est pas nécessaire et forçage de savoirs nouveaux. Et ce sont ces trois caractéristiques qui définissent, à partir des processus de vérité, trois formes possibles du mal. La théorie du mal étant ça, ce sur quoi je vais terminer. Le mal a trois noms dans sa description ordinaire. Premièrement, imaginez qu'un événement convoque non le vide, mais le plein de la situation antérieure. Si vous imaginez que l'événement convoque non le vide, mais le plein de la situation antérieure, vous avez le mal comme simulacre ou terreur. En particulier, je le signale au passage, le caractère souvent du procès fait à des nouveautés, notamment politiques, et leur dimension terroriste. Et la dimension terroriste doit être définie lorsque, au lieu de penser que l'événement révolutionnaire, par exemple, a convoqué la situation dans son vide, et par conséquent qu'elle va créer autour de ce vide une nouveauté affirmative, on considère que finalement le plein de la situation intérieure est le vide comme tel, et par conséquent on va pratiquer la totalité de ce qui est donné sous le signe de la terreur. Ça, c'est le premier mal. Le second mal, c'est déchoir d'une fidélité. Ça, c'est comme une trahison en soi-même de l'immortel qu'on est devenu. Et la troisième figure du mal, c'est identifier une vérité à une puissance totale. Et ça, c'est le mal comme désastre. Alors, terreur, trahison et désastre sont des possibles mis à l'ordre du jour par le processus d'une vérité lui-même. Vous trouverez ça archi-présent dans les protocoles de la discussion politique. Au cœur de tout cela, vous trouverez l'opposition considérée comme fondamentale dans le monde désorganisé d'aujourd'hui, l'opposition entre finalement terrorisme obligatoire et démocratie électorale comme contradiction majeure du monde contemporain. Le seul fragment de vérité de cette histoire, qui cherche à dire que le monde occidental est bien et que tout le reste est mauvais, c'est en réalité le fait d'identifier la vérité par la puissance totale. Alors, quelques mots sur ces trois formes du mal, terreur, trahison et désastre, mais je passe un peu vite. Finalement, on peut dire ceci, qu'est-ce qui se passe? Je sais le faire de façon aussi narrative que possible. Qu'est-ce qui se passe quand une rupture brutale qui ressemble à un événement nomme non pas le vide, mais le plein de la situation? Dans ce cas, à la place d'un processus de vérité, on a, c'est vrai, un processus de terreur et d'extermination. Alors, je voudrais dire que dans cette condition, tous les traits formels d'un événement sont ramenés, en vérité, à des caractéristiques identitaires. C'est la première déviation possible dans le processus que j'ai décrit
et elle est aujourd'hui extraordinairement significative. Le triomphe, sous quelque forme que ce soit, de catégories identitaires fait le malheur des politiques inventives et en est, en quelque sorte, l'obstacle contemporain le plus flagrant. Et en réalité, ce qu'on va montrer, c'est bien plutôt que le vide doit être, lorsque on l'engendre dans la construction d'une fidélité nouvelle, il doit être un vide effectif et il ne doit jamais se transformer en quelque chose comme une identité. Parce que vous entendez bien que la création à partir du vide de l'oppression inexistante, de l'inexistence, garantit qu'on ne fera pas du plein l'objet d'une destruction nécessaire. Ce serait la première définition du mal qu'on pourrait donner. Le mal, c'est la fidélité à un simulacre d'événements. Et il est donc lui-même un simulacre de vérité. Il est erreur sur tous, sous un nom qu'il invente. Pour donner un autre exemple, ce serait celui de la trahison. La trahison, c'est tout simplement le renoncement à être sujet, le retour aux intérêts de l'animal humain. Et elle apparaît dans ce qu'on peut nommer une crise de la fidélité. Une crise de la fidélité, vous voyez, c'est toujours ce qui met à l'épreuve la maxime unique de l'éthique, qui est continuer. Je continue. Continuer alors même qu'on a perdu la trace, qu'on n'est plus sollicité, que l'événement est obscurci. Mais finalement, ce à quoi je suis alors exposé, c'est le processus qui consiste à trahir une vérité. Trahir une vérité au nom de la consistance factice du temps qu'elle occupe. Ça, c'est, entre parenthèses, ceci explique souvent des phénomènes, y compris, si je puis dire, littéraires ou philosophiques. C'est dans cette catégorie de la trahison, qui est une trahison ontologique en réalité, qu'on constate que beaucoup d'anciens révolutionnaires déclarent qu'ils étaient dans l'erreur et la folie, qu'un ancien amant ne comprenne plus pourquoi il aimait cette femme, ou qu'un scientifique fatigué en vienne à méconnaître et brimer bureaucratiquement le devenir de sa propre science. Comme le processus de vérité est une rupture immanente, vous ne pouvez le quitter qu'en rompant avec cette rupture. Et la rupture d'une rupture a pour motif la continuité de la situation et des opinions. Il n'y a rien eu là, sous le nom de politique ou d'amour, qu'une illusion ou au pire un simulacre. Et de là que la défaite de l'éthique d'une vérité telle que je l'ai présentée se présente comme trahison. C'est un mal très grave, le deuxième nom après le simulacre, dont une vérité expose la possibilité. Alors je voudrais analyser, un peu pour terminer, le mal dont est capable la puissance d'une vérité elle-même, le mal par surpuissance. Toute vérité a affaire aux éléments de la situation, puisque
Son processus n'est rien d'autre que de les examiner du point de l'événement. En ce sens, il y a une identification de ces éléments par le processus de vérité. Il faut donc supposer, dans ce genre de situation, qu'en plus du langage de la situation, il y a une langue sujet. La première, c'est la langue objective de la situation. La seconde, c'est une langue subjective qui permet l'inscription d'une vérité. Alors, que serait alors une puissance totale de la vérité? Ce serait une puissance totale de la langue sujet. Mais les conséquences de cette hypothèse sont terribles, car on suppose alors qu'il est possible d'anéantir l'opinion. Si la langue sujet a la même extension que le langage de la situation, si de toute chose, on peut prononcer le vrai, ce n'est plus une simple déformation des usages communicants qui manifestera la puissance d'une vérité, mais l'autorité absolue de la nomination véridique. Une vérité forcera alors un pur et simple remplacement du langage de la situation par la langue sujet. Ce qui peut se dire, l'immortel s'accomplira comme négation intégrale de l'animal humain qui le supporte. Ça, c'est une situation courante, y compris dans les phénomènes de l'histoire politique. Ce qui s'affiche comme immortel s'accomplit en réalité comme négation intégrale de son propre support, dont on doit toujours se souvenir qu'il est aussi, à la fin des fins, un animal humain. C'est que toute cette thèse est insoutenable et mortifère, parce que toute vérité suppose en effet, dans la composition des sujets qu'elle induit, la maintenance du quelqu'un, l'activité de l'animal humain en proie à la vérité. Même la consistance éthique n'est qu'un engagement désintéressé dans la fidélité, et il est d'une persévérance dont l'origine est l'intérêt. Toute visée d'une puissance totale des vérités ruine ce qui supporte ces vérités. Ça, c'est un axiome, ou une conclusion plutôt, tout à fait essentielle dans l'analyse des situations planétaires. Toute visée d'une puissance totale des vérités ruine le processus même du support de ces vérités. L'immortel n'existe que dans et par l'animal mortel. Les vérités ne font leur percée singulière que dans le tissu des opinions. Il faut que nous communiquions, que nous opinions. C'est nous-mêmes, tels quels, qui nous exposons au devenir sujet. Il n'y a pas d'autre histoire que la nôtre, il n'y a pas de monde vrai à venir. Le monde en tant que monde est et restera en deçà du vrai et du faux. Il n'y a pas de monde captif de la cohérence du bien. Le bien n'est le bien qu'autant qu'il ne prétend pas rendre la totalité mondaine bonne. Cela peut en effet, si l'on veut entrer dans la désignation contemporaine, constituer un péché totalitaire. Croire que le bien ne soit le bien qu'autant qu'il prétend rendre le monde entier bon. Il faut que la puissance d'une vérité soit aussi, dialectiquement, le conflit avec une impuissance ineffaçable. Toute absolutisation de la puissance d'une vérité organise un mal. Et non seulement ce mal est destruction dans la situation, parce que le vœu d'anéantir l'opinion est identique au vœu d'anéantir dans l'animal humain son animalité elle-même, donc son être, mais il est finalement interruption du processus de vérité au nom duquel il s'effectue, faute de préserver la duplicité des intérêts, intéressés, désintéressés et intérêts tout court. C'est pourquoi nous appellerons cette figure du mal un désastre. Le désastre de la vérité induite par l'absolutisation de sa puissance.
Nous voici donc en possession, pour conclure véritablement, d'une triple figure du mal, le simulacre de l'événement, qui est la terreur, la trahison d'une fidélité et le désastre provoqué par l'image d'une toute-puissance de la vérité. Ces trois formes du mal sont sous la dépendance de l'existence des processus de vérité. Nous devons dire que c'est donc le bien qui est condition du mal, et non l'inverse. L'éthique des vérités va tenter de parer au mal sous l'impératif continué. Il faudra une ressource de discernement, ne pas se prendre au simulacre, de courage, ne pas céder, et de réserve, ne pas se porter aux extrêmes de la totalité. Face au mal, et de l'intérieur d'une fidélité vraie, il y a, et c'est ma conclusion, trois vertus. Le discernement, le courage et la réserve. Merci. Je voudrais juste, en supplément, vous lire un poème. C'est un poème de René Char, et je veux vous le lire parce qu'il touche en réalité à la fois à bien des éléments que j'ai effleurés ou traités dans ma conférence, mais il touche à la perception que nous avons tous un peu, que nous partageons tous un peu, de la situation d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui comme situation que moi j'ai appelée désorientation, mais qui est de façon générale assumée comme une situation désorganisée, extraordinairement confuse, multipliant les violences vaines et pratiquement promettant ou laissant entrevoir la promesse d'un monde incohérent et dévasté, et que quelque chose comme un négativisme général semble hanter cette situation, d'autant plus que finalement elle passe son temps à se manifester par l'opposition de deux termes dont aucun des deux n'est respectable. Et c'est une situation très accablante, qu'une situation qui a cette structure dialectique, qu'il y a des contradictions, mais en réalité, les contradictions sont hors d'état de se présenter activement comme la contradiction d'une force admirable et d'une force détestable, mais tout se passe dans des contradictions qui n'arrivent pas à traiter de ce point de vue-là. Et donc, on est toujours comme si le freinage de l'orientation de la situation vers quelque chose de pire que ce qu'elle est déjà était irrésistible. Et alors, le poème de René Char que je veux vous lire, qui est en fait un fragment de poème, enfin un fragment de texte, puisque c'est plutôt une prose poétique qu'un poème au sens habituel du terme, consiste à décrire une situation comparable à la fin de la dernière guerre mondiale. Et voilà ce que peut donner une prose poétique sur les situations induites par la disparition des repères
de valeur universelle. Je redoute l'échauffement tout autant que la chlorose des années qui suivront la guerre. Je pressens que l'unanimité confortable, la boulimie de justice n'auront qu'une durée éphémère, aussitôt retiré le lien qui nouait notre combat. Ici, on se prépare à revendiquer l'abstrait. Là, on refoule en aveugle tout ce qui est susceptible d'atténuer la cruauté de la condition humaine de ce siècle et de lui permettre d'accéder à l'avenir d'un pas confiant. Le mal, partout déjà, est en lutte avec son remède. Les fantômes multiplient les conseils, les visites, des fantômes dont l'âme empirique est un amas de glaire et de névrose. Cette pluie qui pénètre l'homme jusqu'à l'os, c'est l'espérance d'agression, l'écoute du mépris. On se précipitera dans l'oubli. On renoncera à mettre au rebut, à retrancher et à guérir. On supportera que les morts inhumés ont des noix dans leurs poches et que l'arbre, un jour, fortuitement, surgira. Ô vie, donne, s'il est temps encore aux vivants, un peu de ton bon sens subtil, sans la vanité qui abuse. Et par-dessus tout, peut-être, donne-leur la certitude que tu n'es pas aussi accidentel et privé de remords qu'on le dit. Ce n'est pas la flèche qui est hideuse, c'est le croc. Merci. Alors je vous rappelle quand même que lors de la prochaine séance, on fixera les règles de la séance suivante, qui sera une séance de discussion ouverte que vous pouvez dès à présent préparer, naturellement. J'ai vite fait là.